Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire dédié à la formation de formateurs pour le domaine de la carrosserie peinture. Donc, je suis Sophie Doss, responsable des opérations formation de formateurs au sein du service accompagnement des établissements et mobilité européenne. Myriam Serran, responsable des conceptions, m'accompagne pour ce webinaire, ainsi que le responsable projet pour la F2F du Mobipolis, Serge Cabanel. Et interviendra également l'expert métier carrosserie peinture pour Mobipolis, Patrick Hanout. Donc voici quelques règles de fonctionnement du webinaire. Vos micros sont coupés. Vous pouvez poser vos questions en utilisant la conversation. Soit nous vous répondrons dans le fil de la conversation ou par oral à la fin du webinaire. Le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur le site de la formation de formateurs avec les documents de présentation. Alors, les documents de présentation dans le courant de l'après-midi et le webinaire d'ici dans le courant de la semaine. Donc, je laisse la main à Myriam Serran qui va vous présenter quelques chiffres pour la carrosserie peinture. Bonjour à toutes et à tous. Donc, sur la carrosserie peinture, nous vous présentons le bilan 2024-2025 qui est très positif, donc avec 45 stages réalisés et 327 stagiaires formés. Donc sur l'ensemble du territoire national. Donc la satisfaction est excellente avec une note de 4,8 sur 5, ce qui confirme la qualité et la pertinence des formations proposées. Le point fort à retenir est surtout le taux de réinvestissement de 18%. Donc, les acquis sont donc très largement appliqués sur le terrain, ce qui montre l'impact concret de nos formations. Pour 2026, il n'est pas prévu de nouvelles conceptions, car le catalogue carrosserie peinture est déjà suffisamment complet, avec 19 formations à l'intention des formateurs, permettant de couvrir les besoins identifiés pour la carrosserie peinture. Je passe la main à Serge Cabanel pour qu'il vous présente brièvement Mobipolis. À toi, Serge. Merci beaucoup Myriam. Bonjour à tous. Rapidement, Serge Cabanel. Je suis responsable projet formation de formateurs au sein de Mobipolis, dont nous collaborons étroitement avec la NFA pour faire vivre le catalogue de formation. Et vous avez à l'écran les domaines sous lesquels nous intervenons avec une voiture au centre. Hein. Le motocycle et le véhicule industriel n'est pas de notre secteur, mais voilà, de la maintenance, de la carrosserie peinture, sujet qui nous intéresse. Je ne vais pas m'étendre, je vais demander à Sophie de passer sur la diapositive suivante. Ce catalogue de formation, c'est 70 formations. Alors, pas 70 formations de carrosserie peinture, hein, 70 formations plutôt liées à la maintenance, à la carrosserie, au commerce BNVO, avec des formats qui sont variés, présentiel, blended et e-learning, comme vous le voyez à l'écran. Je voudrais rebondir sur la carrosserie peinture en disant qu'effectivement, au-delà des formations qui sont propres au métier carrossier peintre, comme la colorimétrie, comme la soudure aluminium. Il y a aussi accès à des formations qui sont tirées de la maintenance, qui sont aussi des activités de carrossier peintre, qui sont par exemple la géométrie des trains roulants, la climatisation, qui est pourtant un système de confort, qui font partie des besoins en formation de la carrosserie peinture. Et je rebondis également sur le 90% de transférabilité. Alors, je ne vais pas m'étendre, c'est une petite fierté, je pense à NFA et Mobipolis. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 98% des stagiaires qui ont suivi ce type de formation réinvestissent les contenus auprès des jeunes. Donc, on a un double enjeu, c'est bien de développer la compétence des formateurs et des enseignants, mais un enjeu important aussi, c'est d'accompagner les enseignants et les formateurs au transfert auprès des jeunes. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des ressources qui peuvent être des jeux pédagogiques, des médias, des animations, des vidéos, des travaux pratiques qui vont être disponibles sur le LMS, téléchargeables par les enseignants et les formateurs pour justement assurer ce transfert. Voilà. Notre objectif n'est pas prétentieux, mais si on peut inspirer aussi sur le plan pédagogique les formateurs et les enseignants lors de ces formations, eh bien, je dirais que c'est plutôt un plus. Pour ma part, je ne vais pas aller au-delà. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vais laisser la parole à notre expert carrosserie peinture, Patrick Hanout, qui lui va rentrer un peu plus dans le détail. Merci.
Merci Serge. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Donc je suis Patrick Hanotte, moi donc je suis consultant chez Mobipolis depuis 10 ans maintenant, après 40 ans d'exercice de la carrosserie dans diverses carrosseries, donc voilà pour ce qui me concerne. Euh, Par rapport au panorama que vous avez sous les yeux maintenant, la première chose dont je voulais vous parler, c'est la formation d'isocyanate, qui est une formation à distance, car les diisocyanates, c'est réglementé l'utilisation des diisocyanates, et ça nécessite en fait de systématiquement avoir suivi la formation et avoir répondu favorablement aux questions qui sont posées à l'issue de la formation. Donc voilà pour cette partie isocyanate qui est disponible auprès de la NFA en formation à distance, encore une fois. Ensuite, je voulais commencer par les formations présentielles et commencer notamment par les interventions électricité électronique. Je commence par cette formation qui est centrale aujourd'hui en carrosserie. Oui, on la repère ici sur le diaporama. Nous sommes partis d'un constat simple. En fait, c'est que beaucoup d'enseignants comme de professionnels savent faire des interventions électriques de base. On peut tourner si tu veux, Sophia. Oui, On ok. peut tourner, voilà, merci. Donc, savent faire des interventions électriques de base, réparer un fil, un faisceau électrique, tester un relais, un fusible, mais souvent c'est de manière empirique, faute de base suffisamment solide dans le domaine électrique. Et sans ces bases, ben, il nous semble difficile d'enseigner avec méthode. Or, dans les carrosseries hors réseau constructeur, alors quand je dis hors réseau constructeur, je veux dire par là en dehors des concessions, c'est-à-dire des carrosseries multimarques, telles que des carrosseries dans des réseaux comme l'AD, comme Axial, comme Top Carrosserie par exemple. Ce sont bien les carrossiers qui prennent en charge ces interventions électriques et électroniques en plus de la collision. On n'a pas systématiquement un mécanicien de maintenance, ou un mécanicien collision. Donc, ce sont les carrossiers qui prennent en charge ce type d'intervention. Donc, l'objectif de cette formation, c'est donc de poser les fondamentaux d'abord, en intégrant les enjeux de sécurité actuels. Je pense notamment aux véhicules électriques et hybrides. Le premier jour, nous allons revenir sur les bases de l'électricité, comprendre ce qui se passe dans un circuit ou même dans un fil, maîtriser grandeur électrique et utiliser correctement les outils de mesure. Donc là, on sort de l'empirisme en fait pour passer dans quelque chose de plus concret, quoi. Le deuxième jour, on va passer à la lecture de schéma. On peut tourner si vous voulez parce que j'ai mis quelques exemples. Si tu veux tourner la diapositive, voilà. Donc le deuxième, vous allez voir, le schéma, il devrait s'animer normalement si tout va bien. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en formation. Donc utiliser la schématique en fait pour comprendre ce qui se passe dans le circuit. Et on va travailler également sur des maquettes. Alors ça, pédagogiquement, c'est très intéressant. Des maquettes comme des LED-vitres, des groupes autolampes ventilateurs, c'est ce qui refroidit les radiateurs situés à l'avant des véhicules, et donc qui sont souvent endommagés en cas d'accident. Donc ce sont des éléments sur lesquels interviennent les carrossiers régulièrement. Ensuite, le troisième jour, nous travaillons directement sur les véhicules avec des outils de diagnostic, mais aussi sur des procédures essentielles aujourd'hui, c'est-à-dire la déconnexion, reconnexion de batterie, par exemple, qui se fait plus en enlevant simplement la borne. Il faut aller chercher plus loin, appliquer les méthodes des constructeurs. On sécurise les systèmes airbag prétentionneurs lors des interventions. On peut être amené à faire des opérations de purge de frein quand on fait de la mécanique collision, ou également contrôler via l'outil de diagnostic avant livraison, faire des contrôles, ou encore ce que vous voyez sur l'image illustrative. Là, par exemple, ici, on voit un opérateur qui est en train de régler un phare LED matrix. Et ça nécessite des outils diagnostiques dans lesquels qu'il faut savoir utiliser, bien sûr. Alors, savoir tout ce que nous voyons dans cette formation, c'est duplicable avec des élèves. Mais bien sûr, ça ne va pas être au même rythme que celui proposé par les enseignants. Il va falloir plus de temps, hein, bien sûr, quoi. Je rappelle également que l'électricité est au référentiel des titres à finalité professionnelle carrossier peintre et également des bacs pro. Après, pour les CAP, j'avoue que je ne sais pas, mais c'est possible. Ça, je ne sais pas. Je profite également du sujet
pour vous informer, on peut tourner la diapositive si tu veux, Sophie, parce que j'ai mis ici. Voilà, merci. Donc, je profite du sujet là pour vous informer, vous rappeler qu'il y a des ressources pédagogiques qui sont accessibles et téléchargeables sur le LMS de l'ANFA, la plateforme de gestion d'apprentissage, hein. Ce que vous voyez actuellement à l'écran. Donc là, les exemples montrés, c'est un cahier des charges d'une fabrication d'une maquette d'éclairage de type boîte à panne, en fait, hein. Donc là, c'est accompagné du schéma de fonctionnement. Ça explique comment la fabriquer. Et ça, c'est téléchargeable. Et le deuxième exemple là, que j'ai mis, c'est une formation sous forme de FAD, en fait, à la sécurité. Donc là, on parle de véhicules électriques hybrides en cabine de peinture, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc là, il y a un parcours avec des questions. Et bon, alors ça, ce sont deux exemples. Là, il y en a bien d'autres. Et tout est téléchargeable, en fait, sur le LMS de l'ANFA. À noter également que ces ressources, on peut les enrichir en fonction des besoins exprimés par les enseignants, à condition que, évidemment, ça reste dans le sujet, hein. Mais c'est quelque chose de tout à fait possible. S'ils nous demandent de mettre des choses en plus, ben, on peut très bien mettre des choses en plus à leur souhait. Donc voilà pour cette formation FTC-EC, intervention d'électricité électronique. Alors maintenant, passons à un matériau devenu incontournable, donc, autant pour moi, en carrosserie. En fait, je traduis mon sentiment. Bon, passons à un matériau devenu incontournable en carrosserie, c'est-à-dire l'aluminium. Donc, vous voyez ici dans le panorama, on peut tourner la diapositive si tu veux. Voilà. Donc, la réparation de l'aluminium, ça se fait en 3 jours en présentiel. Pourquoi on a besoin de se former sur ce sujet? On a l'électrification du parc automobile qui impose aux constructeurs de réduire le poids des véhicules. C'est pourquoi on a des éléments de carrosserie qui passent de l'acier aux aluminiums. Alors, je dis ici aux aluminiums parce qu'en fait, l'aluminium, c'est pas un métal qu'on trouve comme ça dans la nature. En fait, ce sont que des alliages. Ce qui veut dire qu'on a différents types d'aluminium qu'il faut être capable d'identifier parce que sur ces différents types d'aluminium, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des matériaux, enfin des aluminiums qui sont redressables, d'autres qui ne le sont pas, certains qui sont soudables, d'autres qui ne le sont pas, et ça, on les trouve sur les véhicules, en fait. Donc déjà, il faut être capable d'identifier ce à quoi on a affaire. Alors, il est vrai que l'aluminium sur les véhicules, ce n'est pas une nouveauté, hein. Pour les amateurs, sachez qu'il en existait déjà sur les Citroën DS dans la fin des années 50. Mais maintenant, il y en a quand même beaucoup plus que par le passé. Donc, ce qu'on constate chez les stagiaires, professionnels comme enseignants, c'est souvent une méfiance vis-à-vis du matériau qui les empêche d'intervenir sereinement. Donc, côté professionnel, ça se traduit par des remplacements qui sont parfois injustifiés aux dames des experts et des assureurs, hein, qui attendent plutôt de la réparation, en fait, parce que pourquoi ça a été arrêté dans les années un peu plus que 50, 60? Parce que ça coûte très cher, en fait. Donc, ce sont des éléments qui coûtent cher. Donc, en fait, les assureurs partenaires particulièrement attendent plutôt de la réparation, hein, ce que je disais tout à l'heure. Après, côté enseignant, un inconfort quand il s'agit d'aborder ces réparations avec les élèves. Quand on ne maîtrise pas le matériau, c'est pas facile. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'issue de la formation, l'appréhension elle disparaît. On a certains stagiaires qui reviennent même à préférer travailler l'aluminium plutôt que l'acier en redressage. Après, sur la partie soudage, MIG et TIG, alors on a pris en compte les retours des enseignants, je parle des retours à chaud au moins, qui avaient beaucoup d'attentes, particulièrement sur le TIG. Alors, nous avons renforcé cette partie avec plusieurs postes TIG supplémentaires. J'ai envie de dire merci à Loco, j'en profite pour remercier Loco là-dessus. Et donc, ce qui nous permet davantage de pratique en atelier. Donc voilà pour la partie aluminium. Et maintenant, un autre enjeu majeur en carrosserie, je dirais, c'est la maîtrise des teintes. Donc, on a une formation là-dessus, FTP-CO, la démarche colorimétrie, donc qui se fait en 3 jours.
en présentiel. Là aussi, pour séduire les clients, les constructeurs, ils développent des teintes toujours plus attractives, mais également de plus en plus complexes. Donc, on est sur de la teinte complexe aujourd'hui. Le problème pour le peintre, c'est de reproduire fidèlement la teinte du constructeur. Sinon, il faut recommencer le travail. Et quand on recommence le travail en carrosserie, refaire une peinture, c'est une grosse perte de temps, toujours. Et puis, du coup, c'est aussi une perte d'argent significative. Donc là, l'objectif de la formation, c'est de donner aux enseignants les clés pour transmettre aux élèves les méthodes permettant d'identifier la bonne teinte, mais aussi de l'ajuster en cas d'imprévu. Parce que même si on identifie la bonne teinte, les nuances sont pas c'est pas une science exacte. Et du coup, on est obligé de réajuster. Et ça, de réajuster une teinte, c'est pas quelque chose de facile. Quelqu'un qui ne sait pas le faire n'y arrivera pas, en fait, c'est sûr. Ensuite, lors de la dernière journée, nous abordons également les peintures mates que vous pouvez voir sur certains véhicules. Désormais, ces teintes, elles sont présentes aussi bien sur des véhicules haut de gamme que sur des modèles de moyenne gamme. Là, c'est bien, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. J'avais mis, vous voyez, là, on est typiquement dans une erreur de colorimétrie sur la Tesla, là. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce que vous voyez en dernier, c'est justement les teintes. C'est de la teinte mate, je crois. Oui, c'est de la teinte mate, il me semble bien, sur la partie des échantillons. Alors, pour les travaux pratiques, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des outils informatisés, comme vous pouvez voir l'illustration ici, mais aussi et surtout l'œil qui demeure l'outil essentiel de l'analyse. On ne fait pas tout avec de l'informatique. Là, l'œil, il va être très utile ici. Alors, je précise aussi qu'on n'aura pas besoin de la Tesla qu'on voit ici à l'écran. Aucun véhicule pédagogique n'est nécessaire pour les travaux pratiques. Et dans une logique de démarche RSE également, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un vernis éphémère en aérosol pour faire les plaquettes, les échantillons. Ça se permet de réduire significativement en fait, la consommation de vernis. Ça compte parce que ça va permettre un peu de l'économie, clairement, quoi. Le vernis, c'est un produit qui coûte cher. Donc, enfin, peut-être j'anticipe un peu, mais ça fait rien, je me permets de le faire. Proposeront prochainement à la NFA, s'ils sont d'accord après, on verra, une formation complémentaire dédiée aux fondamentaux de l'application peinture, à destination principalement des enseignants qui sont issus de la carrosserie et qui ne disposent pas nécessairement d'une expérience approfondie en peinture automobile. Alors pourquoi je me permets de parler de ça maintenant? C'est parce que c'est un retour qu'on a eu il n'y a pas très longtemps de formateurs de Movipolis qui ont constaté en fait que il y a des personnes qui viennent en stage de colorimétrie qui sont issues de la carrosserie, tôlerie, donc qui sont en réalité pas suffisamment armés en peinture, pardon. Et donc, du coup, on voudrait pallier ce petit problème en proposant une formation. On verra si après la NFA décidera, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, on sera force de proposition là-dessus, encore une fois, si la NFA est d'accord. OK pour ça. Voilà, très bien, merci. Merci Sophie. J'essaye de suivre. Ouais. Alors après, dans les évolutions techniques, on va rester dans les évolutions techniques avec les méthodes d'assemblage en carrosserie. On a une formation de 3 jours en présentiel et à laquelle est également liée une formation à distance. Là, on est confronté en fait à l'évolution des matériaux, acier, aluminium et matériaux composites aujourd'hui dans les véhicules. Les techniques d'assemblage, du coup, se sont diversifiées. Alors, bien sûr, on a toujours le soudage, ça, c'est évident, mais aussi le riftage, collage. Collage, riftage, on le dit dans un sens ou dans l'autre. Généralement, on dit plutôt collage, riftage. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'existe pas qu'une seule méthode d'assemblage universelle, mais chaque constructeur impose ses propres procédés, en fait. Et donc, le souci, c'est qu'une méthode inadaptée, ça peut avoir des conséquences directes sur la résistance de la structure du véhicule et donc sur la sécurité. Donc là, l'objectif de la formation,
c'est de permettre aux enseignants de maîtriser les différentes techniques en choisissant la bonne méthode en fonction, 1, du matériau et 2, des préconisations du constructeur. Alors, sur la partie soudage, ici, nous avons aussi tenu compte des retours des enseignants pour aussi la pratique du TIG, mais là, plutôt sur les aciers. Donc, également, on a mis en place un peu plus de matériel pour pouvoir avoir des travaux pratiques qui sont où on peut pratiquer plus, en fait. Voilà. Merci pour la diapo. Donc là, c'est illustration en fait, du collage d'une aile arrière, la finition après collage. Et ici, ce que vous pouvez voir, ça c'est très intéressant parce qu'en fait, ça montre ce qui se passe dans un point de soudure qui est réalisé avec une machine qu'on appelle SERP, c'est-à-dire du soudage par résistance électrique par point en fait. Donc là, la formation alors, vise à aligner les enseignements avec les exigences du métier. On a donc, je vous l'ai dit, une FAD plus du présentiel. Et donc, ça permet de consacrer un peu plus de temps en atelier à la pratique, hein, tout simplement. Nous prévoyons également, c'est pareil, c'est une proposition qu'on va faire, une formation dédiée à l'assemblage par soudage au laser, en fait. Alors, on est mobilisé sur le sujet. Car nous pensons que cette méthode de soudage devrait prochainement être validée par les constructeurs. Donc j'ai encore eu, pas plus tard que ce matin, une information à ce niveau-là par un fournisseur de matériel de soudage laser qui confirme ce qu'on pense. Maintenant, reste à voir à quelle vitesse ça va aller. Mais bon, il faut le prévoir parce que ça va arriver sur le marché de toute façon. Voilà pour ça. On peut passer à la diapo suivante si vous voulez. Ok. Donc, on va changer un peu d'approche là. On va passer à des réparations plus rapides et plus ciblées, puisqu'on parle de micro-réparations. Alors, les micro-réparations, FTP-MR, c'est 4 jours, soit 2 fois 2 jours, en fait. Alors, l'objectif de ces 2 fois 2 jours, c'est qui sont généralement espacés d'1 mois. En général, c'est comme ça que c'est planifié. Et d'acquérir les méthodes de réparation plus économiques, mais aussi plus éco-responsables que des réparations traditionnelles. Alors pourquoi plus éco-responsables? Parce qu'en évitant les réparations traditionnelles, on réduit fortement l'utilisation de produits de réparation qui sont coûteux, et ainsi que la consommation d'énergie, électricité et gaz par exemple. Ça, c'est très intéressant pour tout le monde et j'imagine pour vous aussi. Réduire la consommation de produits et de gaz, je pense que c'est pas négligeable. Alors, les 2 premiers jours, ils sont consacrés à des techniques de petite réparation sur la carrosserie, notamment le raccord de peinture localisé, ce qu'on appelle aussi parfois spot repair, qui permet de faire des raccords qui sont sur des petites surfaces et qui sont invisibles. C'est ce qui est illustré dans cette partie, où l'on voit un petit raccord, alors qu'en réalité, le peintre est en train de travailler sur une aile complète. Là, il a isolé la partie, et donc il va faire ce petit raccord, il va le traiter, quand ça va être fini, il décache tout, et en fait, ce raccord, en réalité, sera sur une aile arrière qui, elle est entière. Voilà pour ça. Les 2 jours suivants, très bien, merci, super. Donc, les 2 jours suivants, ça permet d'élargir les compétences par la réparation de défauts à l'intérieur des véhicules et par la rénovation des optiques de phare qui sont jaunies par le temps. La photo que vous voyez sur le véhicule qui est rouge là. Alors, ces compétences transmises, ça peut aussi avoir un impact sur la démarche RSE des entreprises, hein. Mais surtout, l'idée là, c'est d'avoir l'impact, il est sur l'activité économique. C'est-à-dire que là, ça permet de proposer des réparations rapides et ciblées qui sont en tout majeur, enfin commercial pour les ateliers de carrosserie de peinture. Je pense particulièrement ici aux ventes additionnelles en fait. Je vais vous prendre un exemple si. Alors, je vais vous dire si vous voulez, mais comme vous n'allez pas me répondre, mais c'est pas grave, je vais vous prendre un exemple quand même. Imaginons qu'on doive réparer une aile avant et une porte avant sur un véhicule. Et le sinistre, il est pris en charge par l'assurance, mais la rayure située sur le pare-choc avant, à l'avant droit par exemple, est rejetée par l'expert qui considère que c'est un dommage antérieur.
Donc ça, c'est des situations qu'on a très souvent, hein. Un raccord localisé, ça peut être proposé au client. Et il s'agit d'une solution gagnant-gagnant parce que c'est intéressant pour le professionnel, mais c'est également intéressant pour le client. Mais donc, ça va être quelque chose que peut proposer le professionnel qui maîtrise la technique, en fait, à condition, évidemment, de maîtriser la technique. Donc, du coup, d'où l'objectif de la formation. Ce qu'on voit également, c'est, je vais vous faire part des retours des enseignants à l'issue de cette formation. Ils nous indiquent souvent que les travaux pratiques sont facilement reproductibles avec peu de produits. Et donc, c'est assez intéressant, quand on a des budgets serrés, utiliser peu de produits, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Voilà pour cette partie. Là, vous voyez sur la dernière image, c'est un exemple où on a une réparation faite sur un tissu d'une brûlure de cigarette. Ça, c'est des choses qui sont courantes, hein. Donc, c'est très intéressant. Aussi, également, la réparation d'un vitrage rayé. Ça, c'est des choses qui sont rarement faites parce que très peu connues, en fait. Donc, voilà pour cette partie micro-réparation. Ensuite, remplacement, pardon, Oui. l'activité vitrage, pardon, excusez-moi, le remplacement et la réparation des vitrages. Formation qui dure 2 jours en présentiel. Donc là, ce qu'on constate, c'est que la transmission des savoir-faire chez les professionnels, c'est rarement formalisé. Exception faite, je dirais quand même, de certains acteurs du marché qui sont très structurés. Je ne vais pas citer de marque, mais enfin, vous voyez à peu près à qui je pense. Ce qui se passe, c'est qu'on est souvent face à une transmission orale, plutôt proche du bouche à oreille, en fait, hein, avec une perte d'informations à chaque étape. Donc, finalement, ce qu'on constate, c'est que les méthodes, elles diffèrent d'un atelier à l'autre, et chacun, il va un peu de sa façon de faire. Ça, c'est quelque chose, je pourrais citer quelques exemples. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il faut absolument mettre la colle sur le pare-brise. Non, non, il faut la mettre sur la baie de pare-brise. Enfin, là, vous avez tout et n'importe quoi, en fait. Donc, dans cette formation, l'objectif, c'est de réintroduire des méthodes de référence issues de fabricants de produits. Je pense à VBSA, 3M, Terrozon, Kent, entre autres, hein. Après, il y en a d'autres, hein. Mais également enrichi par l'expertise de formateurs, hein, qui sont issus de réseaux constructeurs automobiles. Donc, chez nous, on a les deux. Là, on a des gens qui viennent des réseaux constructeurs, donc qui connaissent bien les méthodes des constructeurs également. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec du matériel récent. On aborde plusieurs aspects, je dirais, des réparations qui vont de méthodes manuelles à des procédés entièrement automatisés, par exemple pour la réparation. Réparation d'impact, je parle là, ici, hein. Ensuite, on a la pose des pare-brises en autonomie, le paramétrage des capteurs et des caméras qui fait partie ici de cette formation, ou encore, je pense à la recherche, par exemple, de fuites par ultrasons, enfin, par arrosage à l'eau, évidemment aussi, mais on essaie d'avoir des méthodes qui sont relativement modernes, en fait, hein. Voilà. Concernant les coûts, alors, nous privilégions autant que possible la récupération des pare-brises, notamment, je dirais, avec les techniques de découpe de colle. C'est ce qu'on voit sur la première image d'illustration. Les outils utilisés, en fait, ils permettent de récupérer les pare-brises. Alors, c'est pas systématique, évidemment, hein. Tout dépend de la complexité de la structure, là. Mais ça aussi, ça peut être très intéressant, d'autant que je précise quand même que lors d'un remplacement, par exemple, d'un pavillon par un carrossier, le pare-brise, il n'est pas systématiquement à remplacer, hein. C'est l'expert, il ne donne pas systématiquement un. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Il faut savoir récupérer un pare-brise quand on a une intervention de carrosserie à faire. Je pense, hein, encore une fois, le remplacement d'un pavillon, c'est le toit du véhicule, hein. En fait, je n'ai pas précisé, mais. Après, pour la réparation, donc la réparation d'impact, on travaille sur des pare-brises qui sont déposés, on n'a pas besoin de travailler sur un véhicule, ce qui permet de réaliser facilement des interventions, de nombreuses interventions, même sur un même pare-brise, et sans contrainte de marque. Donc, ça permet de plus facilement maîtriser les coûts. C'est-à-dire là, en fait, on peut
se fournir des pare-brises qui ne sont pas très coûteux, quoi, en fait. Donc voilà pour cette partie pare-brise. Ok, merci Patrick. Je passe à la suivante. Oui, s'il te plaît, merci. Je n'ai pas précisé, hein, mais... Alors, ici, on va parler de réparation des éléments en plastique, FTP, RP. On est sur 2 jours présentiels. Alors, au cours de ces 2 jours, ben, ce qu'on voit, ce qui surprend souvent les enseignants, dès le début de la formation, c'est de voir que des boucliers pare-chocs, c'est la même chose, hein. C'est à peu près la même chose, on va dire. Donc des boucliers qu'ils pensaient irréparables, ben, et donc destinés à la destruction. Alors j'insiste bien là-dessus parce que il y a des éléments, encore une fois, qu'on pense finalement destinés à la destruction, puis qui en réalité ben, peuvent retrouver une seconde vie grâce aux techniques abordées. Alors ces techniques de réparation, ben, ça dépend du type de plastique. Et donc ces types de plastique, ben, faut savoir les identifier. Et on constate régulièrement que c'est pas souvent, enfin, c'est pas toujours le cas. On voit quand même pas mal de stagiaires qui finalement ne savent pas identifier les plastiques. Donc du coup, ils ne savent pas ce qui est vraiment réparable ou ce qui ne l'est pas. Et surtout, de quelle manière ça peut être réparable. Je dirais en plus, compte tenu de l'évolution des plastiques, notamment liés au recyclage, ben, ça nous oblige aussi à adapter les méthodes en permanence parce que ben, les matières ont tendance à changer, particulièrement depuis qu'on fabrique des boucliers avec des restes de pots de yaourt, en fait, si vous voulez, et autre chose dans ce genre-là. Donc nous, on part de techniques de réparation par collage pour aller vers des techniques de réparation beaucoup plus avancées, comme le soudage à l'azote, par exemple, qui sont vues dans cette formation. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est une technique de soudage classique, je vais dire. Ensuite, la deuxième, l'identification, bah, c'est la méthode d'identification donc, des plastiques. C'est ce qu'on voit avec le ovale et le rouge. Et notamment ici, on a des indications très précieuses pour savoir si c'est réparable ou non, à condition de savoir décrypter les indications. Après, en fait, ce qu'on voit en dernière image, là, c'est la réparation par collage, en fait. Alors, quelque chose qui me semble important dont je voulais vous faire part, c'est que les travaux pratiques avec les élèves, pour les travaux pratiques, il n'est pas nécessaire d'acheter des pièces, en fait. C'est-à-dire la récupération auprès de carrosseries locales fonctionne très bien. Hein, je vais voir, je fais un petit peu le tour là. Et puis des boucliers, des choses comme ça, des éléments en plastique qui vont partir finalement en destruction, bah, ça peut très bien être récupéré. Vous pouvez très bien les récupérer, et ce qui permet de s'alimenter en pièces pédagogiques à moindre frais, on va dire. Donc ça, c'est important de le noter quand même, hein. Voilà pour ça. Ok, très bien, merci. J'ai pas précisé, hein, mais je pense que Non, non, non. mais je pense On passe à la... l'automatisation, c'est bien fait en fait. On passe à la suivante, FTC, RCP. Voilà, donc moi j'ai un avant-dernier, enfin avant de conclure, hein, c'est un avant-dernier sujet pour ce qui me concerne. Donc on va s'intéresser ici aux techniques de carrosserie rapide. La référence du stage FTC RCP sont les techniques de redressage en carrosserie rapide. On a 3 jours de formation en présentiel. Et de quoi est-ce qu'on parle ici? En fait, en réalité, on parle de ce qu'on appelle la DSP, c'est-à-dire le débossage sans peinture. Enfin, ou le DSP, le débossage sans peinture. Ce sont les techniques qui sont utilisées par les dégrêleurs après les épisodes de grêle. Et bon, je pense qu'on le constate tous, hein, les phénomènes orageux, ils sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Donc, ça veut dire que les techniques deviennent indispensables pour les réparateurs. On a aujourd'hui beaucoup de carrosseries qui font encore appel à la sous-traitance. Alors, des fois, ils n'ont pas toujours le choix, il faut aussi le dire. Des fois, c'est imposé par les assureurs partenaires, hein, qui ne leur donnent pas tellement le choix, mais enfin,
globalement, beaucoup de carrosseries font appel à la sous-traitance, faute surtout de compétences en interne. Et là, il y a un véritable enjeu économique à maîtriser ces interventions. Donc, pour cette raison, cette compétence, elle figure dans le cahier des charges de formation du titre à finalité professionnelle de carrossier peintre. Et peut-être que ce serait pertinent d'envisager son développement dans le diplôme, ça, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais bon, ça n'engage que moi, mais je pense que ça vaut le coup d'y penser. Notez que le DSP, c'est-à-dire le débossage en peinture, ça peut être appliqué dans ce qu'on appelle le débourrage. Alors c'est vrai que le terme c'est un petit peu brut comme ça, mais la technique est très intéressante. Je vous ai mis une petite vidéo illustrative où on voit quelqu'un en formation. Arrête un peu dessus, comme ça permet de voir un petit peu là. Donc là, la personne, ce qu'elle s'apprête à faire, c'est le formateur, il lui a fait un impact et en fait, là, la personne, elle est en train de s'initier en fait au débossage. Donc là, ce qu'on voit, ce qui compte ici, c'est en fait la manière dont l'opérateur en fait il regarde le reflet de l'impact en fait dans le capot. C'est-à-dire que là, le but, c'est pas de regarder directement l'impact et de voir comment il travaille, mais en fait, c'est de savoir regarder le reflet de l'impact en fait dans la lumière. C'est pour ça qu'il y a la lumière ici. Après, ce que vous voyez dans la partie, dans la diapo, enfin dans l'image du milieu, pardon, c'est le redressage par pastille collée. Là, ça permet en fait d'aller chercher les impacts qui se trouvent dans des zones inaccessibles. Et on a également le redressage par induction. On travaille avec des outils d'induction. À induction, pardon. Alors, je reviens sur le débourrage parce que la différence fondamentale qu'il y a entre le débourrage et la DSP complète, c'est-à-dire qu'en fait, en débourrage, on va utiliser les méthodes de dégrêlage, mais on va peindre le véhicule derrière, ce qui veut dire qu'on va passer moins de temps en fait à la finition qu'en passerait un dégrêleur. Mais par contre, ce qui va être très intéressant ici, c'est qu'on va avoir très peu de préparation en amont de la peinture, puisqu'on va être pratiquement au niveau du débossage sans peinture. Donc, ce qui veut dire qu'avec un simple ponçage, on est prêt à peindre. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc, c'est des techniques qui sont particulièrement appréciées par les gérants de carrosserie aujourd'hui. Quelqu'un qui a ce type de compétences, il ne va pas chercher longtemps du travail, en fait. Donc, je pense que là, c'est intéressant que les professeurs puissent dispenser ce type de technique, en fait. Et moi, pour terminer le sujet, là, ce que je souhaitais vous présenter, c'est une technique en développement. Je vais prendre la diapo suivante, en fait. Si tu veux bien, Sophie. Allô, allô? Oui. Ah, pardon. Est-ce que vous... Oui, excusez-moi, j'ai un petit problème de son. Ouais, Suivante. sur la diapo suivante. Le total covering. Le total covering. Alors, le total covering, c'est une activité qui est un peu plus récente, qui est en développement dans les ateliers. Cette activité, en fait, elle vient compléter, voire remplacer des opérations de peinture. Alors, je pense notamment à des véhicules en location longue durée. En fait, passer un covering en amont, enfin, quand on récupère le véhicule au départ, ça permet de garder le véhicule, toute la peinture du véhicule sans dommage. Évidemment, ça a ses limites, hein. Quelqu'un qui rentrerait dans un autre véhicule, le covering ne va pas protéger les éléments de carrosserie, certes. Mais disons que l'intérêt, là, c'est de protéger toute la peinture. Donc, du coup, une fois le véhicule destiqué, parce que ça correspond un peu à une mise en place de stickers, si on veut, hein, ça va permettre d'éviter les moins-values à la restitution du véhicule. Parce que quand on rend un véhicule plein de rayures, etc., donc là, on a beaucoup de moins-values sur le véhicule. Donc là, il faut payer. C'est cher. Ou encore, ce qu'on voit du covering aussi sur des véhicules de collection, des véhicules sportifs aussi, et, pour la même raison, ce qui permet de protéger le véhicule.
Alors, il est vrai que c'est une activité de niche, hein, mais c'est une niche qui progresse pas mal. Donc là, ce que vous voyez, ben, on a un véhicule qui est en cours de covering. On le voit au début, au milieu et une fois terminé. C'est assez bluffant quand même les résultats. On voit des véhicules mat, par exemple, ou qui sont entièrement faits en covering, mais c'est trompeur, quoi. On a vraiment l'impression qu'on a affaire à un véhicule qui a été repeint en vernis mat, hein. Voilà. Ce qu'on voit également, c'est que on a les jeunes qui sont assez attirés par ces pratiques, hein, parce qu'elles sont largement mises en avant sur les réseaux sociaux, sur des vidéos en ligne. Donc là, l'objectif de cette formation, ben, c'est de permettre aux enseignants de rester connectés à ces pratiques modernes et de préparer des futurs professionnels ben, capables de répondre à ce type de demande, voire même de déclencher des vocations chez certains. Il peut y avoir des gens ben, finalement qui se dirigent vers ça en disant bah ouais, c'est une activité moi qui me plaît bien ça. Et puis voilà. Après, sur le plan pédagogique, alors les travaux pratiques, ça peut être réalisé sur des éléments de carrosserie démontés et récupérés. Ça permet de limiter les coûts ben, liés au support pédagogique tout en conservant un intérêt formateur, quoi. Le film, ça représente un coût non négligeable, ça c'est sûr. Maintenant, il en va de même hein, si on fait de la peinture avec l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cabine de peinture et la peinture elle-même, ben, là aussi on a un coût quand même qui n'est pas négligeable, donc c'est une activité qui vaut quand même le coup, hein. Donc voilà. Donc là, on a un bel exemple, je trouve, de l'avancée du travail de covering. Donc moi, alors, peut-être que je n'ai pas été assez long, j'en sais rien, mais j'ai fini pour le tour d'horizon parce que j'ai pas non plus 50 formations à présenter. J'ai essayé d'être le plus bref possible. Donc voilà le tour d'horizon pour moi, il se termine là. Euh, donc Eh ben, l'objectif des merci formations, beaucoup. bah, c'est vraiment d'accompagner les enseignants dans l'évolution des technologies, des méthodes de réparation et des attentes de la profession, quoi. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Serge, tu as une question, toi, c'est ça? Alors, non, ce n'était pas une question, mais une précision. Merci tout d'abord, Patrick, pour le détail donné à toutes les formations. Là, voilà, c'était vraiment une loupe et un zoom sur les formations carrosserie peinture. Mais à noter, comme je le disais, ne pas oublier, il y a d'autres, dans la carrosserie peinture, mais Sophie Oui, peut-être le précisera, voilà, il y a d'autres thématiques qui sont liées à l'activité du carrossier peintre, hein, que j'ai cité lors de la présentation, qui sont la climatisation, les adresses. Alors, je ne fais pas la publicité, mais de dire que le domaine est quand même plus vaste, parce qu'il y a le carrossier a quand même, tu confirmeras Patrick, il est peut-être multicompétence. Il est devenu de plus en plus multicompétence, le carrossier peintre. Donc du coup, il est touché par pas mal d'activités. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. bah ouais, il suffit de regarder en fait le titre, enfin les compétences requises dans le titre à finalité professionnelle de carrossier peintre, et ça donne de suite une idée de toutes les compétences requises en fait, hein. Donc moi j'ai pris ici, euh, comment dire, j'ai fait le tour du panorama de ce qui nous concernait vraiment en carrosserie peinture. Donc du coup, je suis pas allé sur la partie maintenance, mais encore une fois, et tu as raison Serge de le préciser, hein, c'est que le catalogue, il y a des formations qui sont ouvertes aux carrossiers et aux peintres, hein, aux enseignants carrossiers peintres. Bon, je vais pas répéter ce que tu viens de dire, mais tout ce qui concerne la géométrie des trains, etc. Donc là, moi, je suis pas allé là-dessus. Pareil, au niveau des véhicules électriques, véhicules hybrides. On a la climatisation et tout ce qui est dispensé, en fait, encore une fois, tout ce qui couvre le titre à finalité professionnelle de carrosserie peinte, qui est assez conséquent quand même, hein. Beaucoup Ouais, de ouais. compétences. On a des gens là qui sont, on a des gens qui sont, comment je vais dire ça, qui sont assez polyvalents en fait dans le métier de carrossier, hein. De rien. Ouais, Ah, il y a une merci question Patrick. Ouais. intéressante. Alors, Là, tu connais parce que je crois que tu es sur le sujet actuellement. Une formation à exactement. texte. Ouais. Exactement. Donc, on a déjà échangé là-dessus. Alors, j'avoue on est juste dans le départ, en fait, là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'apprêtait à proposer justement une FAD à la NFA. Mais c'est vraiment le projet, il est tout juste à son début, là. Donc, Tu peux je sais préciser, pas. Patrick, pardon, à texte pour tout le monde, peut-être, Ces toi qui connais. environnements explosifs, en fait. Donc, c'est tout ce qui concerne les environnements explosifs.
Donc là, en carrosserie peinture, ça concerne les cabines et labos de peinture et également le ponçage, par exemple, des aluminiums. Donc on est tenu d'avoir des machines qui sont aux normes anti-explosion en fait. D'accord. Et ça doit être normalement stipulé les zones, mais surtout les gens qui, là, pour le coup, les formateurs sont censés avoir une formation là-dessus. Voilà. Être Alors, formé aux ouais, Normatex. Alors, je ne sais pas, Sophie, comment tu... merci Patrick, oui, pour cette réponse. Effectivement, du côté AMFA, on travaille aussi sur ces questions-là. Et cette formation n'est pas encore au catalogue voilà, à venir, mais il est possible qu'on essaye d'avancer le plus rapidement possible sur le sujet pour la rajouter en cours d'année et on vous préviendra dès qu'elle sera disponible, en fait, cette formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? On l'a peut-être Non. pas précisé, mais la formation sur les diisocyanates, Patrick, je parle sous ton couvert et celui de Sophie, elle est obligatoire, c'est ça? C'est par rapport au danger de ces produits, hein? Oui, absolument. D'accord. Oui, normalement, Absolument. c'est un prérequis à toutes les autres formations de Oui, côté. c'est ça, c'est un prérequis des formations peinture, d'accord. Dès qu'on Tout à manipule fait. des polyuréthanes, entre autres, mais surtout le polyuréthane, dès qu'on manipule ce type de produit, en fait, on a des dégagements d'isocyanate et du coup, il y a une formation obligatoire là-dessus. J'ai pas vu la question. Il y a une Alors, question, donc, serait-il possible de découper en plusieurs formations la formation FTCEC et d'aller encore plus loin dans le diagnostic de panne électrique? Alors, je sais pas répondre comme ça de but en blanc, ça ne m'est pas trop facile, FTC. Alors, attends, on parle de C'est l'électrique, FTCEC, on est la d'accord, formation hein, électricité. oui, tout à fait. d'aller plus loin dans le diagnostic de panne. Faut pas? Si. Faut Oui, pas. c'est Alors, ça. Mais, alors, si je peux me permettre, Patrick, alors, la question est intéressante, mais effectivement, il y a beaucoup de formations de diagnostic électrique et électronique, et je ne vous apprends rien dans le domaine de la maintenance. C'est vrai que la compétence première du carrossier peintre n'est pas non plus l'électricité électronique et la recherche de panne, même s'il peut y être confronté. La question est pertinente. Mais le développer, je pense que la formation fait déjà ces 3 jours ou 4 jours. c'est 3 jours, oui, pardon. 3 jours aujourd'hui. 3 jours 3 plus jours une aujourd'hui. FAD. Ouais. Que sur de l'électrique, effectivement, euh, Alors, ça sera difficile de le développer. Ouais. donc, il y a ici dans le TFP un carrossier peintre. Alors, présent, oui, dans ce qu'on entend dans le diagnostic, ce que parle Patrick a évoqué, c'est plutôt des pannes simples liées aux collisions et au remontage, qui peuvent être des soudures de faisceaux, des réparations de faisceaux. Effectivement, quand la proportion de la panne devient très complexe, ça sort du champ du carrossier par moment. Difficile d'avoir des montées en compétences. On le voit, l'électricité électronique, même pour les premiers niveaux, enfin les niveaux type bac pro ou autre opérateur, ça reste quand même difficilement accessible. On est proche des TEA-VA, des TEA. Oui. Là, ce qu'on pardon. voit, par exemple, dans les TP, en fait, ce qu'on voit pour répondre à la question de manière un peu plus précise, hein, là, ce qu'on voit, en fait, dans les TP, c'est d'abord le schéma électrique, donc c'est le schéma de fonctionnement, c'est-à-dire comment comment on peut interpréter un schéma de fonctionnement, finalement, ce circuit, qu'est-ce qui se passe, où passe le courant, comment ça fonctionne, en fait. Déjà, comprendre comment ça fonctionne. Parce que faire un diagnostic sans comprendre comment ça fonctionne, c'est juste pas possible. Ensuite, dans les travaux pratiques de cette formation, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler sur ce que j'ai fait voir tout à l'heure, on a fait voir tout à l'heure la maquette d'éclairage. Donc, comprendre comment ça fonctionne. On appelle ça boîte à panne, c'est-à-dire quand on va travailler sur ces boîtes à panne, en fait, on provoque des pannes et en fonction des mesures du schéma de fonctionnement et en fonction des résultats des mesures qu'on trouve, on analyse qu'est-ce qui se passe en fait dans le circuit. On fait la même chose ensuite avec un
un travail pratique sur un fonctionnement de groupe motoventilateur. Donc là, ça commence déjà à être un peu plus évolué, on va dire, hein. Donc, trouver des pannes sur une maquette qui représente en fait, encore une fois, un système de groupe motoventilateur et également sur des systèmes de lève-vitre aussi. Système de lève-vitre, alors dont c'est pareil, on a des maquettes avec simulation de panne, etc. Et donc, on travaille là-dessus. Après, si vous voulez, là, l'intérêt, c'est de comprendre comment, avec un schéma de fonctionnement, comprendre comment ça fonctionne, et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, arriver à être capable de diagnostiquer une panne. Donc évidemment, on ne peut pas simuler toutes les pannes qui peuvent exister sur un véhicule, mais c'est surtout là d'avoir une méthode qui permette de faire du diagnostic de panne, en fait. Et c'est vrai que l'apparition des radars, des lidars, des caméras augmente le potentiel, mais Patrick cible bien effectivement ces éléments qui sont liés quand même à des collisions. Les pannes électriques et électroniques sont nombreuses hein, dans un véhicule. Là, il cible bien, si je ne dis pas de bêtises, hein, Patrick, on cible bien des problèmes électriques qui sont vraiment liés à des chocs et voilà, dans ce registre-là. Ben oui, parce qu'après, en fait, si on va plus dans du diagnostic, comment je vais dire ça, du diagnostic en fait de dispositifs électroniques sur un véhicule, tout ce qui concerne la partie motorisation, enfin chaîne de traction, tout ça, en fait, là, on n'est plus dans on n'est plus dans nos compétences, là, on passe chez nos collègues de la maintenance, en fait. Parce On que les retrouve dans le domaine de la maintenance, ces formations, effectivement. Oui, puis qui sont plus étendues, hein, quand même, oui. Oui. Parce que ces formations que monsieur me propose, donc elles existent déjà sur le domaine de l'électricité, électronique, la maintenance, donc on ne peut pas les reproduire, mais ces formations, nous les avons déjà sur le catalogue, l'électricité de base, la lecture des schémas, le diagnostic et la réparation. Toutes ces formations figurent déjà dans notre catalogue, mais pour la maintenance et l'électricité. La partie maintenance, effectivement. Oui. Mais elles sont accessibles maintenant, effectivement, tout dépend le besoin. Oui, oui, tout à fait. Oui, donc je voulais revenir sur le parcours. Donc n'oubliez pas, voilà, il y a une partie électricité électronique avec des formations qui sont aussi dans le domaine interdisciplinaire avec la découverte du véhicule connecté, les outils diagnostiques et puis également donc, les habilitations électriques. Et la partie maintenance donc, que Serge et Patrick ont évoquée. Donc, toutes ces formations, vous allez pouvoir les retrouver donc, sur notre catalogue de formation, découvrir les nouvelles formations, découvrir les formations par domaine également. Vous allez pouvoir télécharger les parcours qui sont les parcours que l'on vient de vous montrer. Pour voilà, toutes les formations, vous avez accès à la fiche formation, toutes les informations qui concernent le contenu, la durée, les prérequis. Et puis, quelques informations parfois pour aller plus loin, notamment vers les fiches Innovoto qui sont en lien avec ces formations. Voilà. D'autres questions? Pardon. J'avance et puis on pourra refaire un petit point si il y a des questions. Donc voilà, on vous rappelle qu'il est important d'enregistrer les besoins de formation de vos équipes pédagogiques donc sur notre plateforme Sophia, de mettre à jour vos équipes pédagogiques dans l'onglet équipes pédagogiques, de créer de nouveaux formateurs ou enseignants, de mettre à jour les profils, de supprimer ceux qui seraient plus en fonction, de bien vérifier les adresses mail, hein, comme vous a montré Patrick. Les adresses mail permettent d'accéder à la plateforme de formation et donc à de nombreuses ressources qui sont réutilisables auprès des jeunes. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis de renseigner les profils, donc les diplômes, les titres et certificats d'intervention, les matières enseignées et les habilitations électriques, puisque donc, pour certaines formations, voilà, ces habilitations sont absolument nécessaires.
Et puis ensuite, donc, vous pouvez renseigner les besoins de formation de vos équipes pédagogiques dans l'onglet Formation de formateurs, puis Offre de formation 2027. Donc, c'est vraiment important parce que sur la carrosserie peinture, on est sur un public qui est un petit peu plus réduit. Et donc, pour que l'on puisse travailler sur un maillage des formations sur le territoire, c'est vraiment important que vous puissiez saisir voilà, les besoins de vos équipes et ensuite nos responsables territoriaux. Donc, en région, construisent un plan de formation adapté à vos besoins ou voilà, vous propose des formations en limite de région ou en interrégional pour ce qui est de la carrosserie peinture. Voilà, donc sur le site le site de la formation de formateur, vous avez un guide de saisie qui est disponible pour saisir le besoin de formation de vos équipes. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non, bah, a priori, pas d'autres questions. Voilà. On est dans les temps. Et merci Patrick, merci Serge, merci Myriam. Merci à vous. Et merci à vous tous pour votre participation. Très bonne journée à vous. Merci. Et des remarques intéressantes, oui, dans les commentaires. Merci à vous pour les... Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.